Vous parvenez à des régions Oui. terribles et il faut beaucoup de courage d'ailleurs pour y parvenir et pour s'y maintenir et pour les capter Oui. et dans leur mouvement même, dans Oui. leur Ça, atrocité même et en même temps le langage est si simple, si beau oui. que on supporte ce qui est insupportable à vous lire. Oui. C'est très étrange. Oui. Mais justement, alors dans les romans, vous n'expliquez rien, vous ne répondez Non. à rien, Non. pas même, vous m'avez dit un jour, à la pitié, Oui. et pourtant il y a Ça, exactement. un sens de la Oui, pitié je immense. ne touche pas à la théologie parce que ce n'est pas mon domaine. Mais en effet, vous avez raison. Il y a votre journal. Ah ben voilà, le journal, c'est là. Et l'autobiographie. Oui, c'est l'autobiographie. Alors comment dire, c'est un déchaînement là aussi, un déchaînement un effort frénétique pour essayer de comprendre de quoi on est fait. Ça peut être intéressant. Et puis c'est la nécessité d'écrire. Le journal de ça aussi, parce que, écoutez, quand on écrit, on donne tout ce qu'on a de meilleur. J'espère. Tout y passe. Le bon et le moins bon, et l'affreux aussi y passe également. Je le connais. Oui, vous avez tout dit. Je connais aussi ce phénomène-là. Je suis allé de tous les côtés. Vous aviez écrit en exergue d'un de vos livres, il faut tout dire ou se taire. Ben oui, en effet. C'est vrai, c'est un beau programme. Tout dire sinon. Vous l'avez tenu. Tout dire sinon on peut, parce que là encore il y a le problème des mots, parce que Stevenson a dit que si on essayait de dire tout ce qu'il y a dans une minute de la vie d'un homme, il n'y aurait pas assez de livres pour l'écrire. Ce serait un peu refaire la création avec une majuscule. Oui. Alors, on se tire d'affaire comme on peut en écrivant des romans et tenant un journal. Dans l'autobiographie, par exemple, alors que les logiques dans vos romans, les logiques sont très subversives. Il y a des logiques, mais des logiques tout à fait inhabituelles, inattendues, inédites, disons. Et dans l'autobiographie, il semble que vous cherchiez, avec étonnement d'ailleurs, que vous cherchez une logique dans une continuité qui est la vôtre. Oui, mais vous savez, mon autobiographie, je l'ai écrite sans la relire. Elle a été publiée par un ami qui est maintenant mort, c'est Robert Saint-Jean, où il a aidé à la publication. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Le livre a paru imprimé il y a à peu près, je ne sais combien d'années, mettons 6 ou 8 ans, je ne sais plus. Vous savez, pour certaines précisions, j'ai besoin de me référer à des textes parce que je me perds. Là. En tout cas, ça fait un gros livre, n'est-ce pas? Oui, je m'en souviens. Il a paru au Seuil. Oui. Et on me l'a envoyé ici. Je l'ai ouvert parce que je ne l'avais jamais lu. Parce que je m'étais dit, je vais faire cette autobiographie, chemin faisant, comme les choses se présenteront à moi, et puis ensuite on verra si c'est publié ou non. Et alors, le manuscrit est tombé entre les mains de Robert Saint-Jean, je crois que c'est lui qui s'en est occupé, encore je ne suis pas sûr. Enfin, quelqu'un a pris le livre et l'a donné à l'éditeur, et le livre a paru, et je l'ai ouvert ici pour la première fois, dans cette pièce, là, à côté, et j'étais horrifié. Horrifié, oui, parce que je me disais, présenter la vérité avec cette nudité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça m'a un petit peu troublé, et puis après je me suis dit, non, c'est comme ça qu'il fallait le dire. C'était un livre qui n'a pas été surveillé. Oui. Il a été écrit par quelqu'un qui ne surveillait pas, qui donnait les choses telles qu'elles se présentaient à lui. Un petit peu comme un roman, vous savez. C'est le même phénomène. C'est la même écriture, oui. C'est le même courage aussi. Et la même fraîcheur fervente. Le désir de dire la vérité à tout prix. Oui, c'est ça. C'est ça. Et elle est là. Et ça donne une impression extrêmement intime, avec tout le temps des découvertes, des surprises. Oui, il y a ça aussi, oui.
Et les vôtres, enfin votre famille, est absolument ressuscitée. Votre mère, par exemple, apparaît avec une fraîcheur. Oui, c'est l'amour qui m'a guidé. J'aimais énormément ma famille, mon père et ma mère. Et en même temps, vous les regardiez bien. Oui. Ce ne sont pas des images sublimées que vous montrez, ce sont des personnages, des êtres de chair. Et en général, ils n'ont pas grand-chose à dire parce que j'ai une mémoire curieuse, j'ai la mémoire des images, mais je n'arrive pas toujours à reproduire une conversation. La mémoire me manque, là. Dans mon journal et ailleurs, je peux reproduire quelques mots et donner un portrait du personnage qui parle, mais la mémoire auditive chez moi est moins forte, moins vigoureuse que la mémoire visuelle. J'aurais voulu être peintre à un moment, ça m'a donné ce genre de mémoire, une mémoire du côté pictural. Alors, quand je reproduis une conversation dans mon journal, c'est très succinct, il y a très peu de choses. Oui, les gens disent une chose ou deux. Je connais quelqu'un qui m'a quelquefois prêté des conversations immenses, qui était son invention, parce que il m'avait reçu chez lui, et ensuite il reproduisait ce que j'étais supposé avoir dit, mais on ne peut pas se rappeler beaucoup de choses qui vous sont dites, on ne peut pas s'en souvenir littéralement. Moi, je faisais un discours, et c'était pas vrai simplement. Oui. Mais les personnes que j'ai rencontrées dans mon journal ne font pas de discours parce que je ne peux pas me rappeler tout ce qui a été dit. Mais je me rappelle beaucoup mieux ce que j'ai vu. Il y a une très belle expression de votre mère où on l'entend très bien, et où vous dites qu'elle vous appelait mon petit français. Mon petit français, oui. C'est tellement joli. C'est vrai. C'est vrai. Elle m'aimait beaucoup. Et vous l'avez perdue très tôt. Oh oui, j'avais 14 ans. Oui. Elle a disparu, elle a emporté avec elle tout un monde et sa religion protestante. Oui, c'est vrai. Elle m'a laissé sans religion, alors elle est venue près de moi pour m'indiquer ce qu'il fallait faire. Vous ne voulez pas le raconter? C'est tellement beau. C'était au mois de juillet 1915. Elle était morte en 14. Et nous habitions au Vésiné, pas loin de Paris. Et je voulais à tout prix écrire, j'avais la manie d'écrire. Je voulais écrire une histoire de France. Et alors je me servais pour écrire l'histoire de France, le dictionnaire Larousse. Il y avait tous les rois, tout ce qu'ils avaient fait. Je suis très occupé et tout à coup je me suis aperçu qu'il y avait quelqu'un près de moi. Et je me suis dit, oh comme c'est curieux, ça ressemble à ma mère. On a l'impression qu'elle est là. Il faut vous dire que j'écrivais dans la chambre même où elle était morte. On m'avait donné son lit. Ah oui. Bon. Et alors, j'avais le sentiment de sa présence et j'avais le sentiment qu'elle voulait me faire rentrer dans une pièce qui était à côté, qui était un endroit où l'on s'habillait et où mon père avait rangé beaucoup de choses, ses chemises, posées les unes au-dessus des autres, très bien empesées, etc. C'était dans un meuble avec on ouvrait un tiroir, il y avait des chemises. Alors, bon, je me trouve devant ce meuble, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je suis là? Et la présence de ma mère était là, très insistante. Et je regardais les chemises, puisqu'elles étaient là, et j'ai découvert que sous les chemises, il y avait un livre sur la religion catholique exposé aux personnes qui ne la connaissent pas. Alors je l'ai pris et je l'ai dévoré. J'ai dévoré ce livre. Et au bout de 2 jours, je suis allé trouver mon père pour lui dire que je voulais devenir catholique. Et il m'a dit, mais ce que tu dis m'intéresse beaucoup parce que moi je suis allé en Angleterre récemment et moi aussi je suis devenu catholique. Oh, c'est curieux, beau, n'est-ce pas? Oui. Mais la présence de ma mère, c'était curieux qu'elle soit là, vous comprenez? On peut dire, est-ce que c'est un fantôme? Je ne sais pas. C'était une présence, simplement. Et c'est comme ça que je suis devenu catholique. C'est très, très Alors beau. mon père m'a envoyé
voire jésuite. Vous avez donc embrassé la religion catholique et vous avez dû abjurer la religion protestante. Oui. J'ai des religieuses, oui. Rue Cortambert. C'était en effet rue Cortambert. Nous habitions au 16 et les religieuses habitaient au 20. Oui. C'était des religieuses contemplatives. Elles étaient habillées de blanc. C'était le Saint-Sacrement qu'elles adoraient. Et elles étaient là à côté de nous. C'est dans la crypte de leur église que j'ai été baptisé. Enfin, baptisé. Oui, baptisé, il a fallu un autre baptême. Parce que je ne sais pas, on supposait que les protestants avaient un baptême un peu particulier. Peut-être qu'ils mettaient de l'eau. C'est le jésuite qui parlait. Mais on croyait qu'ils mettaient une eau qui parfumait l'eau du baptême. Alors ça n'allait pas. Ah. Mais on pourrait parler de l'écriture, si vous voulez. L'écriture, volontiers. Si vous pouviez voir mes manuscrits, ils sont là, mais Eric pourrait vous les montrer. Oui. C'est compliqué. Mais il y en a, c'est stupéfiant, il n'y a pas de rature du tout quelquefois. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un grand effort. Ce sont les efforts de quelqu'un qui essaie d'entendre quelque chose qui est dit et qui n'est pas toujours très assez précis. Quel drôle de personnage je dois être si mes romans me sont soufflés, si je puis dire, par quelqu'un qui me dit écris ceci, écris cela. C'est vrai, mais c'est pas aussi facile que ça. Oui, c'est un travail sur le fait d'exister et de vivre aussi. Oui. Alors, ce qu'on appelle l'inspiration, est-ce que ce n'est pas cela? Oui. Dans inspirer, il y a respirer, il y a le souffle dans l'inspiration. Vous savez, ce sont des problèmes que je ne connais pas bien moi-même. Et je pense que c'était pas votre point de vue ne consistait pas à analyser, à décortiquer ce que vous faisiez, mais vous avez été pris dans cet élan et vous n'avez pas résisté à cet élan. Oui. Mais vous n'avez pas résisté non plus. C'est une impulsion. Oui, mais aussi pour vivre cette impulsion, pour être parcouru, pour la capter, pour écrire des livres. Il faut être présent. Il faut être très présent, c'est un très grand travail. Alors, en tourment aussi. Oui, mais vous savez, je me demande, est-ce que je ne suis pas seul à avoir ce genre de choses, je crois. Alors, puis vous êtes un écrivain tout à fait à part des autres. Vous êtes très mystérieux. Oui, parce que je n'ai rien à prouver. Vous n'essayez pas de prouver. Je n'ai rien à prouver. Mais c'est évident. Je raconte une histoire, elle est comme elle est, mais ce n'est pas pour démontrer quelque chose. Très souvent, on me classait comme écrivain catholique. Et j'ai dit, mais je ne suis pas un écrivain catholique, parce que le vrai écrivain catholique, c'est Mauriac, par exemple. Il y a toujours, je crois, l'idée de de servir une certaine vérité catholique, un certain aspect de la foi catholique. Il y a un instinct de défendre la foi ou exposer la foi, etc. Bon, ça ne pouvait pas être ça parce que c'était pas dans ce qui m'était demandé. Vous prenez quelqu'un qui a été très bien pour moi, c'est Bernanos. Oui. Bernanos a été le premier écrivain à me féliciter de ce que j'écrivais. C'est curieux parce que Bernanos, il était entièrement catholicisme. Lui, c'était la matière spirituelle dont la religion était faite, n'est-ce pas? Et puis il vivait entouré de ce qu'on appelait des curés à l'époque, n'est-ce pas? Et il y avait ça chez lui. C'était un homme admirable de toutes sortes de façons, mais il était le catholicisme rêvé, avec des noms. Alors des noms de vision extraordinaires. Il vous a écrit avec enthousiasme, courage Green, votre œuvre est bonne. Et vous savez, ça a été pour moi un immense encouragement, ça. Oh, j'imagine. Il avait écrit ça à propos d'un livre où il n'y avait absolument pas de religion, c'était mon cinéaire. J'avais 25 ans, 25 ans, je crois. Oui, et c'était ça. Mais il était très bien, ça a compté pour moi. Et vous savez, quelqu'un
alors ça va vous étonner, quelqu'un qui a fait énormément pour m'aider dans mes débuts et ma carrière, c'est André Mauroy. André Mauroy. On n'attendrait pas ça d'André Mauroy, mais André Mauroy était un homme très généreux et il était ce qu'on voudra comme écrivain, mais il était on pouvait avoir confiance en André Mauroy. Il voulait absolument montrer aux Américains que j'existais. Il avait une chronique qui paraissait en Amérique, je crois, et il a fait beaucoup pour me faire connaître en Amérique. Je suis heureux de le dire parce qu'on ne l'a jamais su et on ne l'a jamais dit. Ça l'éclaire du... Et j'ai eu des prix en Amérique. Vous avez eu tout de suite des prix. Ce qui m'a frappé aussi, c'est un prix que vous avez eu à Londres et vous avez reçu le prix en même temps que Virginia Woolf. La même séance. Je me souviens, elle avait un discours à faire, elle a dit « Oh, I'm so frightened ». Et elle m'a dit « You go first, you go first ». Vous commencez. Ce qui m'a frappé aussi, c'est dans le journal qui vient d'être publié seulement, qui était perdu et que vous avez écrit quand vous aviez 19 ans. Vous écriviez à propos de ce qu'est un écrivain. Je trouve ça tellement beau. Et en plus, c'est ce que vous avez vécu, je crois. Oui. Il s'agit d'un homme qui voudrait dire la vérité et qui tremble. Et qui tremble. Mais ça me paraît bien ce que vous dites là, hein? Mais oui. Oui. Non, oui. Pas mal du tout. Ah bon? Mais c'est très beau, je trouve ça très vrai. Dans le journal de 19 ans, oui. Oui, c'est ça. Oui. Oui. C'était des notes que je prenais à ce moment-là. C'était un journal, en effet. Oui. Et c'était déjà comme si... on peut penser au très petit enfant de 4 ans qui parlait devant un mur, et puis le jeune homme de 19 ans qui sait déjà ce qu'est un écrivain, et qui n'écrit pas à 19 ans ce qu'on écrit d'habitude d'un écrivain à 19 ans. Non, parce que c'est une vie que vous avez décrite là, c'est pas seulement une proposition de... C'est tout le temps avant l'œuvre. C'est même pas le projet d'une œuvre déjà finie, c'est l'œuvre in progress que vous décrivez, je pense. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Mais je pense que c'est tout le temps une œuvre in progress, toute votre vie. Oui, imprévu, oui. C'était écrit peut-être n'importe comment, mais... Et pourtant, soigneusement, je sais, enfin voilà. Oui. C'était des... Il y a une grande partie du journal qui a disparu, ça je crois. Ah oui? Oui. Parce que j'avais mis tout ça dans une malle et j'ai confié à un ami qui trouvait ça relativement intéressant, mais pas très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Parce que quel dommage. J'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit, vraiment. Oui, vous avez beaucoup écrit, mais c'était, si on pense que vous avez déjà, et ça n'est pas fini, 7 Pléiades publiées, ce qui est rarissime en général. Et puis, et d'ailleurs aussi, vous battez toujours des records, puisque votre journal... court, si on peut dire, traverse 75 ans, et je crois que c'est le seul journal au monde. J'ai écrit, j'ai lu les épreuves. Oui, j'ai lu les épreuves. Je ne suis pas relu. Je ne suis pas relu. Il y a beaucoup de choses que j'ai complètement oubliées. Oui. Mais voilà, c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Il y a des choses, il y a tout dans le journal. Oui, il y a tout. Enfin, la vie au fur et à mesure. La vie politique n'est pas... je n'insiste pas là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Outre mesure, vous comprenez. Il y a un de vos livres, un petit livre qui a été publié il n'y a pas très longtemps et qui raconte votre passage à Bordeaux au moment où l'armistice... Ah oui. Et c'est un livre, justement, qui n'est pas un livre de politique
politique, non. mais où on voit à quel point vous êtes inséré et comment dirais-je, et comme vous recevez d'une façon très aiguë ce qui se passe et comme vous réagissez d'une façon... Ah oui, ça c'est du... oui, c'est vrai. Oui, c'est un livre... C'est un livre que je trouve très intéressant, moi-même, parce que c'était vraiment comme ça. Moi aussi, j'étais à Bordeaux au moment où vous y étiez. Oui, vraiment. Et j'étais enfant, oui, et ça a été une évocation. Oui. J'ai retrouvé l'atmosphère de ce temps. Bon. Et c'est très beau, comme vous dites, vous montrez à quel point les gens sont futiles, comme ils se préparent déjà à collaborer ou à mais justement. marcher avec le régime de Vichy. Oui. Et vous êtes aussitôt indigné. Enfin, c'est tellement ailleurs que... C'est pour ça il y a eu une tentative d'étouffer le livre. Comment il y a un parti tout à fait contre De Gaulle, contre la résistance, contre tout ça. Enfin, écoutez, ça c'est un autre problème. Le livre n'a pas eu le sort qu'il aurait dû avoir. Il n'a pas été porté à la connaissance d'un grand public. Il y a eu une volonté d'empêcher cela. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a une partie de la France où les éditeurs étaient pétinistes, vous comprenez. Alors, écoutez, ça c'est un petit problème. Et ça va être réédité un jour d'une façon plus large, je crois. Mais vous savez, c'est un document. Et c'est très beau parce que ce sont vos carnets que vous avez écrits sur le champ ou immédiatement après. Vous ne les commentez pas après coup. On voit vivre cela et immédiatement. Vous décapez tout. Vous voyez les choses où elles sont. Tout de suite, oui. Et vous savez où est votre place, pas avec ces gens-là. J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, c'est vrai. Ça. Les conversations dans le Grand Café de Bordeaux, tout ça, c'est intéressant. Oui. Parce que, les projets, allez-vous en Suisse, allez-vous en Amérique, ou allez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Puis la confusion, et puis une sorte de gaieté incompréhensible. On bavardait beaucoup, mais on plaisantait beaucoup aussi. C'est très intéressant d'ailleurs et très important, je crois, de montrer l'histoire de cette façon-là. C'est-à-dire de ne pas la montrer d'une façon solennelle, mais de la montrer vécue d'une façon intime et privée, comme on la vit. C'est ça, oui. Et en même temps, c'est abominablement drôle parce que on voit les gens qui se préparent déjà à prendre des postes en disant qu'il faut bien que la France continue. Enfin, on voit... Naturellement. La vérité y est, même lorsqu'elle est moins belle qu'elle ne devrait être. Et les guerres ont eu... Alors, pendant la guerre, j'étais en Amérique. Oui, vous étiez en Amérique et vous... J'étais dans l'armée aussi, naturellement. Mais la première guerre, vous étiez à 17 ans. Ça, c'est autre chose. Oui, mon père avait eu cette idée, et après, il mourait d'inquiétude pendant que j'étais loin. Il disait que je devais faire quelque chose. On m'a envoyé dans les ambulances, alors. Mais j'avais 16 ans. Oui, vous aviez 16 ans, donc c'était en 1916. Et puis on m'a envoyé là-bas, et puis ma foi, il y a eu des choses qui sont passées, des choses très intéressantes, tout près de Verdun. Pour un garçon de 16 ans, ça n'est pas rien d'être sur le front. Non, je sais bien, mais je faisais ce qu'on me disait de faire, et puis j'étais très obéissant. Il y a toujours eu en moi une volonté d'obéissance, vous savez. Elle est très forte dans la religion et d'une façon. Quand la volonté vient d'en haut, enfin d'une chose qu'on doit faire, je suis là, je veux être là. Oui, c'est ça. De toutes mes forces. Alors là, je fais ce que je dois. Et j'ai vu des choses, justement, à cause de ça. J'étais tout près de Verdun. Le bruit du canon qu'on entendait toute la nuit, c'est ça. Ça me frappait beaucoup, ça. Ça ne cessait pas. Le canon, toute la nuit. Toute la nuit. Il n'y avait pas d'arrêt. Le jour, on n'entendait presque pas, parce qu'il y avait la vie ordinaire qui continuait autour de nous. C'était autre chose. Oui. Mais la nuit, entendre ça tout le temps, c'était terrible. Est-ce que les gens ont complètement oublié cela maintenant?
Vous étiez en Argonne? En Argonne, oui, à Oui. Clermont en Argonne. Oui. Et puis on allait de Clermont en Argonne dans les hôpitaux, n'est-ce pas, pour les blessés, pour livrer les blessés dans les hôpitaux. C'était quelquefois un petit peu difficile. J'ai été en 17, 18, 19, pendant 2 ans et demi au moins, j'étais en uniforme. Ou bien uniforme américain pour les ambulances, ou alors le bleu horizon. J'étais en bleu horizon, c'était extraordinaire de penser que j'ai porté en bleu quand je suis entré à l'école de Fontainebleau, l'école d'artillerie. Vous avez été dans l'armée des États-Unis et puis dans l'armée française. J'étais dans l'armée française parce que quand j'ai eu 18 ans, je voulais continuer à faire quelque chose. Alors, je me suis présenté, on m'a dit que j'étais américain, mais je pouvais... Il y avait un tour de passe-passe. On me dit, si vous voulez servir dans l'armée française, il faut que vous passiez par la... Comment? Ça me fait rire d'y penser, mais c'est la Légion étrangère. Alors, pendant un jour, j'étais dans la Légion étrangère. On m'a mis pendant un jour dans la Légion étrangère. Et puis, on m'a pris de la Légion étrangère pour me verser dans l'armée française. C'est une sorte de baptême. Oui. C'est une plaisanterie. Alors, je suis resté là jusqu'à l'armistice. J'étais à l'école d'artillerie. Et ensuite, je suis allé en Allemagne, en uniforme français. À voix nue. Julien Green s'entretient avec Viviane Forester. 3e entretien. Julien Green, j'ai envie de décrire un peu la pièce où nous sommes, qui est si belle. Ces lueurs rouges, les murs sont d'un rouge, je dirais, pompéien. Oui, pompéien, c'est vrai. Oui, et il y a à la fois une pénombre et des lumières très belles, un peu diffuses. Oui. Et on se sent tout à fait à l'écart dans un monde à vous. Oui, c'est un peu vrai. C'est pas un rouge parisien, c'est plutôt anglais ou italien. En général, en France, on ne voit pas beaucoup d'intérieur rouge. On a un peu peur du rouge. Et tous ces livres, cette armoire qui est si belle. La bibliothèque, là. C'était un des meubles de mon grand-père et il contient beaucoup de livres sur la guerre de sécession pour prouver que nous avions raison. Et des meubles ici qui sont... Ça, évidemment, ça vient de la maison de mon grand-père. Et les chaises, vous voyez peut-être un fauteuil à bascule qui est là. Et le canapé, tout ça, c'est avec un style un peu particulier, un petit peu tourmenté. Parce que il aimait des choses un peu riches, un peu lourdes. C'était un homme du Shropshire, vous savez, pas très loin du pays de Galles, en Angleterre, mais tout près du pays de Galles. Oui. Et il était d'une très bonne famille, mais il n'était pas d'une grande famille. Mais il était ce qu'on appelle un Shropshire lad. Comment expliquer ça? Un garçon du Shropshire. On l'avait envoyé servir de secrétaire à un propriétaire foncier, un monsieur qui avait de grandes propriétés près de Liverpool. Et ce monsieur de Liverpool s'intéressait beaucoup à lui. Il s'appelait Mr. Moon, je me souviens, Monsieur Moon. Et il s'intéressait beaucoup à lui. Il lui avait dit, c'est très bien d'être mon secrétaire, mais si vous vouliez faire fortune, vous iriez dans le sud. Et mon grand-père, qui était très doué et très intelligent, au bout d'1 an, a été envoyé à Savannah. C'est au cœur du sud. Le sud des Et il a États-Unis. commencé toute une carrière. Mais j'en étais assez meuble.
ce meuble un peu particulier. Il aimait les choses le style un peu lourd, un peu riche, un peu ourlé, vous comprenez? Oui. Curlé, comment dire en anglais. C'est très beau d'ailleurs. Oui, c'est assez curieux, c'est très singulier. Il était resté très anglais en Amérique, il ne voulait pas être autre chose qu'anglais. Tout ça, c'est un peu l'atmosphère du Sud, oui. Mais à Paris. Oui, à Paris, justement. Ce n'est pas du tout en rapport avec Paris, je crois. Non, parce pas que, du tout. Encore une fois, le rouge n'est pas une couleur très utilisée en France dans l'ameublement, mais il me semble qu'on est ailleurs dans cette pièce. Tout à fait ailleurs. Comme on est ailleurs dans vos livres. C'est un petit peu ça, la même chose. Oui. J'ai transporté mon milieu dans mes livres. Des régions à vous, tout à fait à vous. Oui, c'est ça. Mais vous savez, je crois que chaque écrivain qui est un peu créateur se fait un monde particulier, un monde qui lui est personnel, tout autour de lui, et c'est son pays, et il s'y trouve bien. Ça l'isole un tout petit peu. Ça dépend du goût des lecteurs. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Moi, je dois dire, j'aime beaucoup ça. Oui. Et je trouve que c'est très beau parce que l'œuvre est un royaume. Oui, c'est un royaume si le romancier y croit. S'il y croit. Et ça, c'est extrêmement important parce que certains romanciers n'ont pas cette foi. Moi, je me souviens quand j'ai écrit mon premier roman, c'était Adrienne Mesurant, n'est-ce pas? J'ai eu la visite d'un... je peux bien vous dire le nom, maintenant ce n'est pas indiscret parce que c'est très loin. C'était André Malraux. Et André Malraux avait peut-être des problèmes particuliers pour écrire, mais il m'avait dit très franchement, on écrit un roman et puis qu'est-ce que ça peut nous faire vraiment? Il était plus grossier dans son langage à ce moment-là. Entre hommes, on pouvait dire ça. Qu'est-ce que ça peut nous faire, ce qui arrive à ces personnages? On sait bien que ça n'est pas vrai. Et je me suis dit intérieurement, mais toi, tu n'es pas du tout romancier. Et il a écrit des livres extrêmement remarquables, mais dans ces livres, les personnages échangent des impressions, et quelquefois se font des petits discours, des discours d'idées politiques ou autres, mais on ne les voit pas en chair et en os. Ça, c'est mon opinion à moi. Alors, ce sont des livres très intelligents. Ce sont des livres d'un homme trop intelligent pour croire à l'histoire qu'il raconte. Oui, il n'est pas envoûté par ce qu'il fait. Il n'est pas envoûté par son histoire. Et vous savez, quand on écoute les enfants parler tout seuls, ça nous est arrivé à tous, n'est-ce pas? Les enfants parlent tout seuls et se racontent à eux-mêmes des histoires. Ils y croient très profondément. Très profondément. Et j'ai toujours pensé que le romancier avait le vrai romancier gardait un petit peu de cela. Ça, j'en suis sûre. Et ce qui m'avait frappé, c'est vous avez écrit un jour que il faut entendre jusqu'au son de la voix des personnages. Oh oui, jusqu'au son de la voix des personnages. Oh oui, certainement. Ce sont des dons qu'on a reçus. Si je n'avais pas reçu ce don-là, j'aurais pas pu écrire. Parce que il y a des idées dans mes romans, mais ce ne sont pas des romans de discussion philosophique. Ce sont des romans de passion ou de situations créées par le hasard, les circonstances. Mais c'est une histoire que je me raconte à moi-même. C'est quelque chose qui est donné. C'est ce qu'on appelle un don. Ils ont une logique à eux, une logique très subversive. Oh oui, souvent très subversive. Et ce sont très souvent des révoltés. En général, ce sont des révoltés, ou bien révoltés contre la société, ou l'entourage, ou alors contre eux-mêmes. Oui, très insurgés. Quand ils sont en révolte contre eux-mêmes, alors il y a sûrement un roman qui commence. C'est-à-dire que ce sont des romans qui surgissent. Et cela semble miraculeux d'ailleurs qu'ils existent, parce qu'ils ne ressemblent à aucun autre. Oui, mais
Ça, c'est à l'origine de toute mon œuvre, ça. Oui. Parce que c'est très difficile d'expliquer, parce que c'est le commencement qui est difficile. La première page du livre est très importante parce que c'est elle qui donne le ton et la couleur et le paysage et le pays et tout, de tout le livre. Mais comment expliquer ça? En général, c'est ou bien le résultat d'un rêve, ou alors une image qui tout à coup a surgi dans mon esprit et que je vois comme très distinctement. C'est ce qui m'est arrivé pour Adrienne Mesurat. Oui, racontez comment c'est arrivé pour Adrienne Mesurat. On voit une jeune fille qui selon moi, n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt, et qui regardait des livres, et qui regardait des portraits de famille. Elle se demandait à quelle famille elle appartenait. Et à mesure que je la voyais, elle devenait de plus en plus intéressante. Elle avait le mystère des personnes très simples. Et c'est parce qu'elle était tout à fait vraie que j'ai pu écrire la page numéro 2, ayant écrit la première page pour la décrire, je ne savais pas ce que contenait la page numéro 2, et le fait est que je n'ai jamais su, quand je commençais un roman, ce qui allait suivre. Ce qui allait suivre m'était fourni par un jeu d'imagination, ou alors une sorte d'inspiration qui vient venue tout à fait de l'intérieur de moi-même, et dont je ne m'expliquais pas très bien la nature. Mais c'est comme une force impérieuse qui m'a dit continue, continue, continue. Et j'ai écrit le livre jusqu'à la fin, et c'est seulement à la fin du livre, tout à fait à la fin du livre, que j'ai compris qu'Adrienne Mesurat était devenue folle. Avant, je ne le savais pas du tout. Ça, c'est d'une grande beauté, l'aventure de ce livre, et je trouve que quand vous avez dit le mystère des êtres simples, ça définit beaucoup le mystère aussi de vos livres, justement, qui sont d'une énigme insondable parce qu'ils sont d'une limpidité absolue. Et c'est vrai que Adrienne Mesurat est une jeune fille, une jeune femme qui peut paraître banale, qui peut paraître ne rien. Il peut sembler qu'il ne lui arrive rien, et finalement, elle est évidente. Elle est plus vivante que les êtres biologiques qui existent autour de nous. C'est ce que vous dites, c'est pour moi, c'est la récompense du romancier de vous entendre parler comme ça, parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Ce qui m'a été demandé, comprenez-vous. Alors, si je parle trop d'une chose qui m'est fournie, on se dira, où est le mérite de l'écrivain? Pourquoi y aurait-il du mérite d'abord? C'est d'essayer d'écrire convenablement et de traduire le mieux possible une chose qui vous est suggérée par je ne sais pas quoi. Mais justement, guetter de cette façon ce qui arrive, ce que l'on peut intercepter sans y mettre d'une façon narcissique de soi ou de ses idées. Je pense que c'est l'essentiel, et c'est donné à très peu d'écrivains. Oui, écoutez, autant que nous puissions le savoir, parce que je ne sais pas si les écrivains qui s'interrogent beaucoup sur ce... Enfin, peut-être ou peut-être pas. Comment savoir? Mais je crois que c'est un don qu'avait Kafka, un don supérieur. Mais il s'en méfiait parce qu'il avait l'idée que c'était un don qui le mettait en rapport avec ce qu'il y avait de plus mauvais en lui. Mais c'était un homme très tourmenté et très intérieur. Enfin, moi, je l'étais plus ou moins, mais lui, d'une façon beaucoup plus violente. Et ça produisait les très beaux livres que nous connaissons. Mais il s'en méfiait. Moi, je ne m'en méfiais pas. Je me laissais aller. Chez moi, c'était irrésistible parce que le début avait toujours la force, je reviens toujours à Adrienne Mesurat, la force d'une espèce d'hallucination.
c'était tellement vrai que ça ne pouvait être que comme cela. Et alors, toute l'histoire d'Atelier de Mesura est particulière, enfin, c'est pas... Elle tue son père, c'est-à-dire qu'elle le pousse dans l'escalier, espérant qu'elle ne le voulait pas. Je me souviens que lorsque le livre a paru en Amérique, on a souri un petit peu, on a dit qu'elle avait tué son père accidentellement, exprès. Ce qui était vrai, au fond. Accidentally on purpose. Ça a beaucoup fait rire. Et c'était un petit peu cela, oui. Oui. Je connais très bien ce sentiment. La force de ces livres tient aussi justement à ce que vous n'êtes pas bloqué par les mots, par la langue, par la logique du discours, alors que votre écriture est très simple. Vous dépassez ce qu'on imagine que veulent dire les mots et vous entraînez, ou vous vous laissez entraîner dans des régions où justement ce qui pourrait paraître impossible et contradictoire ne l'est plus du tout, paraît évident. Mais vous savez, trouver ces mots qui vont un petit peu plus loin que le langage ordinaire et qui sont très simples, pour moi c'est très difficile. C'est là le vrai travail de l'auteur, c'est d'écarter les mots qui sont peut-être plus intéressants d'une façon, sous le rapport de l'inattendu, vous comprenez. Oui. Je cherche les mots les plus simples pour dire les choses les plus difficiles. Oui. C'est là la difficulté. Et ça va beaucoup plus loin. Ben, ça va plus loin parce que souvent c'est la simplicité qui est inattendue, qui surprend. Seulement c'est une discipline et c'est assez dur, je crois. Mais je ne me plains pas de mon travail. J'aime beaucoup mon travail. J'aime beaucoup le fait de travailler. Oui. C'est une grande joie. Et je pense que mon dernier roman, je l'ai écrit entre 92 et 94 ans. Et c'est curieux. C'est sur le Sud. Cette éternelle question du Sud qui est toujours très mal comprise. Votre œuvre devient plus lumineuse. Le bonheur que vous éprouvez passe dans votre œuvre maintenant, une sorte de sérénité. Mais ce qui frappe, c'est que vous êtes à la fois l'écrivain qui a dit « l'univers est heureux en moi » et qui avait écrit des livres, par exemple Léviathan. Oui. Je me souviens d'avoir lu dans Malcolm Lowry, où il dit que vous êtes allé à l'extrême de la douleur. Mais oui. Et c'est vrai que... Qui est-ce qui a dit aussi que vous êtes le poète de la peur? Est-ce que ça n'est pas Maeterlinck? J'ai écrit Léviathan à 25 ans. Oui. La douleur, oui, ça m'intéressait beaucoup, mais j'avais eu une vie très... Il y a eu la tragédie de ma mère qui est morte trop tôt, évidemment. Oui. Mais malgré tout, quant à Maeterlinck, c'est un nom qui m'est cher, Maeterlinck. C'est un homme que j'aime beaucoup, un écrivain que j'aime beaucoup. Mais un garçon de 25 ans qui parle de la douleur, ça paraît étonnant, mais c'est le livre qui m'a fait connaître ça, Léviathan, qui m'a fait vraiment connaître, oui. Plus encore que Atelier de Mesura, peut-être. Et c'est un livre, d'ailleurs, c'est insoutenable. Et oui. En même temps, on sent qu'il y a la grâce. La jeunesse est violente, d'ordinaire. Enfin, je dis la jeunesse, la mienne était, il y avait des instincts de violence qui étaient à l'origine de mes romans. Et d'ailleurs, avant d'écrire vos romans, vous aviez écrit un pamphlet... Ah oui, contre les catholiques. Contre les catholiques de France. Contre les catholiques de France. C'était une chose... C'est très très beau, et alors d'une violence... Enfin, c'était dédié aux cardinaux français. Oui. Mais c'était un écrivain qui s'appelait Pierre Morange qui m'avait demandé cela. Il fondait une revue, il voulait faire une revue très violente. Il m'avait demandé s'il ne pouvait pas écrire quelque chose contre quelqu'un ou quelque chose. Et je lui disais, mais je suis au fond, non, je suis très content comme je suis. Mais alors, réfléchis un petit peu, tu dois avoir des griefs à exprimer contre quelque chose. Alors finalement, j'ai pensé aux catholiques parce que j'étais assez récemment catholique. C'est-à-dire que, enfin récemment, c'est une façon de parler, je m'étais converti du protestantisme au catholicisme en 1916. Oui, et là nous étions en 20. Le baptême qu'on avait fait
c'était encore tout récent, la force était là. Et j'avais des griefs parce que j'étais un petit peu un écervelé, comme on peut l'être à 24 ans. Et ça me faisait plaisir. J'aimais beaucoup avoir des griefs. C'est une façon d'être violent. Ah oui, et vous l'êtes, mais c'est d'une façon très très belle. Vous dites d'ailleurs dans ce premier livre, et vous aviez... attendez, ça a paru en 1924. Oui. Écrit en 23. Vous aviez 23 ans et vous écriviez « De toutes les forces du monde, l'indifférence est la plus redoutable ». Ah oui, tiens, j'ai dit cela. Oui. Vous disiez aussi que... vous parliez de la terrible raison humaine qui ne comprend pas. Ah oui. Et ça, je pense que ça vaut pour toute votre œuvre, non? Et d'où cela venait-il? Je ne sais pas. Et vous dites, des gens qui blasphèment, que leur erreur est abominable, mais qu'elle est fervente. J'ai jamais revu la tièdeur. Ah, moi, j'ai été très frappée parce que je trouve qu'il y a déjà en ferment toute la violence de votre œuvre et toute la force. C'est vrai. Ça a été remarqué immédiatement par des personnes dans l'entourage de Maritain, Jacques Maritain. Et c'est là que votre amitié avec Maritain a commencé? Oui, ça a été le commencement de mon amitié avec Maritain. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Stanislas Fumé. Je ne sais pas si ce nom dit encore quelque chose. Si, je vois. Mais il était un critique, un catholique fervent. Et il était très connu pour une voix magnifique. Il lisait des choses à la radio. Et sa voix était superbe, n'est-ce pas? Alors, il m'avait présenté à Maritain. Maritain est un personnage vraiment exceptionnel. Je ne sais pas. Il a sa légende parce que des hommes très importants comme Maritain ont une légende, c'est-à-dire une personnalité intéressante. Enfin, bon. Mais c'était aussi il était converti du catholicisme aussi, également. Il habitait à Meudon. Il y avait autour de lui tout un groupe de personnes très intéressées par la religion. Oui. C'était vraiment un milieu très religieux, avec des idées très arrêtées, tout ça. Enfin, alors, mon pamphlet l'a beaucoup intéressé. Mais ce qui est curieux, c'est que ce petit livre a été traduit très très vite en allemand. Je crois que ce sont les Suisses qui l'ont pris, et en italien. J'étais très étonné moi-même. Et en anglais, c'est T.S. Eliot, c'est ça. Oui, ça l'intéressait beaucoup. Oui, tout ça, ça me paraît loin, mais en même temps, ça avait les répercussions. Il y avait des énormités dans ce pamphlet, naturellement, et elles étaient tellement énormes qu'on ne les discutait même pas. On passait rapidement et on allait voir ce qu'il y avait ensuite. Oui. D'où ça venait-il? Je ne sais pas. Comment savoir? Maritain, ça a été une grande amitié. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il trouvait merveilleux que le plus grand écrivain français soit un Américain. Oui, il a dit ça, c'est bon. Mais enfin... Oui, c'est très agréable à entendre quand on est là. Mais oui, il m'aimait beaucoup. Mais j'essaie de donner un portrait de Maritain. C'est très difficile parce qu'il avait une très belle figure et les cheveux très emmêlés. Et c'était un homme très extraordinairement poli et apparemment très doux, mais plein de fureur au pluriel. Il y avait toutes sortes de griefs et de choses, avec des yeux bleus qui pouvaient devenir comme du feu quand il le fallait. Il se mettait en colère contre les gens. Il y avait un ennemi en particulier qui s'appelait Henri Massis. Ah oui. Et Maritain se promenait quelquefois boulevard Saint-Germain avec un bâton derrière le dos pour essayer de lui donner un bon coup sur Henri Massis. Oui, il était extraordinaire. Mais en même temps, il a écrit énormément de choses sur la religion, bien sûr. Mais c'est toute une école, Maritain. Mais votre correspondance avec lui qui a été publiée est très belle. Oui, il a écrit de très belles choses. Mais il écrivait énormément de théologie. Je lui disais, vous savez, je voudrais...
J'ai le plus grand plaisir à vous voir, mais je ne peux pas très bien comprendre vos livres, parce que je ne suis pas théologien du tout. Ça m'est étranger. Il a dit, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous les aurez jusqu'au dernier, jusqu'à ma mort, ça n'a pas d'importance. Mais sa sérénité était extraordinaire. Mais il est certain que Maritain donnait une impression merveilleuse. Quand il entrait dans une pièce, on avait l'impression que tout à coup, il faisait très beau. Même s'il pleuvait, il faisait un temps magnifique parce qu'il était là. Il rayonnait. C'est très particulier. Oui. Et laissez-moi vous dire, vous l'avez remarqué vous-même, c'est très rare, ça. Probablement à des aspects de la sainteté, ce que je sais. Mais ses colères étaient magnifiques aussi. Et quelquefois, vers la fin de sa vie, il s'habillait comme un clochard. Ah oui? Oui, il gardait, ce qui est curieux, c'est il gardait une certaine élégance, parce qu'il était très racé. Quelles amitiés différentes vous avez partagées, parce que vous disiez d'André Gide qu'il vous faisait l'impression d'un athée qui aurait des doutes. C'est exactement ça. Un athée avec des... Oui, c'était peut-être son cas, vous savez, c'était peut-être son cas. Mais le physique était extraordinairement différent de celui de Maritain. Évidemment, tout le monde connaît le visage de Gide, c'était l'intelligence même, mais en même temps un regard très perspicace, peut-être un peu trop attentif. Quand il vous parlait, il avait ce sérieux protestant qui est magnifique, évidemment, parce qu'il avait toujours gardé ce côté protestant. On ne peut pas se débarrasser du protestantisme comme ça. Il vous scrutait quand il vous parlait. Il vous posait des questions, et les questions étaient quelquefois impitoyables, mais polies. Mais vous savez, c'est très difficile à distance de décrire les gens qu'on a connus, parce que une fois j'avais dit que quelquefois il ressemblait à cause de sa façon de s'habiller, justement, qui était un peu particulière, il ressemblait à un démon déguisé en touriste. Il avait un petit peu cet aspect-là aussi. Et je me souviens qu'il y a eu une rencontre entre Maritain et André Gide une fois, à propos d'une question très sérieuse. Ils n'étaient pas du même avis. Maritain m'a dit que Gide n'avait pas dit la vérité. Seulement, la vérité, pour André Gide, c'était quelque chose de tout à fait réel, mais réel à un degré extraordinaire. Seulement, il disait ceci. Il se contredisait quelquefois. Il disait une chose et un peu plus tard, il disait une chose différente. Et il avait dit, mais oui, c'est absolument vrai, mais j'ai des sincérités successives. Mais pourquoi pas? Mais des sincérités successives. Eh bien oui, alors tout le monde éclatait de rire parce que ça avait l'air d'une façon habile de se dérober à toutes les questions. Mais quand on y pense, il y a un fond de vérité là, parce que si on est honnête, on est sincère. Mais on ne tient pas le même langage avec tout le monde. C'est vrai. Le langage n'est pas le même et par conséquent, les pensées n'ont plus la même couleur, mettons. C'est ce qu'il voulait dire, c'était pas tellement bête. Non, il était incapable de dire une chose bête. J'ai eu de longues conversations avec André Gide et elles m'ont toujours beaucoup enrichi parce que c'était un homme extrême. À voix nue. Julien Green s'entretient avec Viviane Forester. 4e entretien. Tous ces livres qui sont ici, avec de reliures anciennes tellement belles, oui, mais il y a aussi ces milliers de livres qui sont dans les couloirs tout autour d'ici. Ça c'est autre chose, c'est
c'était un religieux qui vient de Port-Royal qui m'a dit tout ça. Alors Port-Royal, c'est un monde particulier. C'est le catholicisme le plus rigoureux, alors celui-là, Oui. n'est-ce pas? Le jansénisme, n'est-ce pas? C'est ça. Mais c'était un monde très profond que j'ai beaucoup aimé, moi aussi. Alors, dans le couloir, il y a énormément de livres, de toutes les couleurs. Il y a beaucoup de romans, beaucoup d'histoires, beaucoup de livres sur la vie intérieure, enfin, ce qu'on appelle Oui. La religion. C'est curieux, à notre époque, il y a des mots qu'on hésite à employer. Et le mot de religion en est un. Parce que c'est une couleur gênante. Ça pousse à aborder des questions très personnelles qu'on doit cacher ou tenir secrètes. C'est ce qu'il y a de plus intime. Mais justement, c'est le secret de chacun, enfin de l'individu. Oui. Et on ne le livre pas comme ça, mais pourtant c'est passionnant. C'est essentiel. Dans vos livres, il n'est pas question de religion, mais il y a un souffle dedans qui ne provient pas d'une croyance précise, Oui, mais il y a un souffle que je ne dirais pas religieux, mais qui provient de la foi, du doute, c'est ça, à l'extrême. C'est la vie intérieure. Avec les années, elle évolue et elle change. Elle se promène de tous les côtés, cette vie intérieure. Je ne dirais pas que c'est la vraie vie de l'homme, mais c'est un des aspects les plus importants du personnage que nous sommes. Pour moi, c'est l'essentiel. Oui. Mais alors, ça, c'est aussi le fait de l'âge, parce que avec les années, il y a une accentuation de l'intérêt de ces choses, de ces choses intérieures. C'est comme ça, parce que le moment approche où pour l'individu, tout va cesser ou en tout cas se transformer. Enfin, je n'ai pas besoin de parler de ça parce que nous n'en finirions pas. C'est évident. Mm-hmm. Alors, dans le couloir, là, il y a énormément de choses sur tous les sujets possibles. Celui-là en est un, évidemment. Les mystiques. Les mystiques, en particulier. Oui. Mais à l'époque où nous sommes, il y a un renouveau d'intérêt pour les mystiques. C'est assez net, ça. Oui, en fait, pour la pensée qui n'est pas forcément prisonnière d'un discours fonctionnel. Mais justement, c'est les mystiques au sens large. Oui. N'est-ce pas? C'est d'ailleurs l'impression qu'en vous lisant, c'est qu'il y a de religieux en vous, de tourments, de béatitude. Tout cela vous a libéré et n'a pas du tout, ça n'a pas été des structures qui vous ont le moins du monde réduit ou emprisonné, mais au contraire, ça vous a donné des régions plus vastes à explorer. La liberté. Voilà. La liberté, au fond. Oui. Et la liberté d'aller au plus ténébreux, souvent, et au plus criminel. Une liberté qui ne tient pas d'une morale. Ce n'est pas un emprisonnement, c'est le contraire d'un emprisonnement. C'est plutôt une ouverture vers une plus grande indépendance. Mais c'est un mécanisme compliqué. Mais pour vous, ça a été aussi une très grande lutte, je crois. Oui, ça a été justement une lutte dans terrible. votre jeunesse. Oui, c'est un des aspects de ma vie, c'est précisément celui-là. C'était la lutte d'un monde extérieur et d'un monde intérieur. Surtout vers la fin de ma vie. Il y a un roman comme Moira, par exemple. Oui. C'est un roman. C'est l'histoire d'un garçon, d'un jeune protestant, et qui est tellement féru de lui-même et de sa religion personnelle qu'il finit par tomber dans un piège. Il tue une femme dont il est amoureux malgré lui, parce qu'il la tue parce qu'elle a démoli en lui toute une personnalité dont il avait besoin. Il a tué en lui le saint qu'il croyait être, au fond, c'est ça. Tout bêtement, c'était ça. Mais c'est un de mes livres qui ont eu le plus de succès. Mais en fait, c'était un conflit que vous connaissiez.
Mais oui, parce que mais oui, le décor, c'était l'université de Virginie où je me trouvais. Et j'avais pris tout simplement l'université comme décor, avec ce que disaient les étudiants. Et c'était un milieu tout à fait propice, parce qu'on remuait beaucoup d'idées, puis il y avait, on voyait la naïveté du garçon, qui était très... on l'a fait tomber dans un piège, justement. On l'a mis en présence d'une femme qui, elle, s'amusait beaucoup à le taquiner. Elle l'a taquiné tellement qu'il est tombé amoureux, puis il s'est jeté sur elle, et elle a eu ce qu'elle voulait, et lui a eu ce qu'il voulait en même temps, sans le vouloir, comprenez-vous. Mm-hmm. C'est affreux chose. Et il l'a tué. Elle l'a tué parce elle avait tué son idéal. Oui, d'ailleurs, à l'époque de l'université, vous racontez dans votre autobiographie une histoire si belle qui vous est arrivée avec un jeune homme qui s'appelait Marc. Mais Marc, c'était autre chose, parce que Marc, il m'avait inspiré l'amitié la plus violente qu'on puisse imaginer, c'était l'amour. Et Marc il n'était jamais rien passé entre nous, mais c'était une sorte d'idéal pour moi. À son propos, vous écrivez, je trouve ça si beau, qu'il avait une odeur de chair et de fruits qui vous donnait envie de mourir. Oui, j'étais très malheureux parce que je n'ai jamais osé lui dire que je l'aimais. Et vous n'avez jamais su à quel point lui vous aimait ou comment il vous a aimé? Je sais qu'il m'aimait énormément, oui. Mais il ne le disait pas. C'était un étrange... ça arrive très souvent. Oui. Enfin, très souvent, non. Très souvent n'est pas tout à fait vrai. Mais ça arrive dans les pays anglo-saxons, ce n'est pas inconnu, cela. En Angleterre aussi, des amitiés entre personnes du même sexe qui sont très ferventes, très idéales et qui ne se traduisent pas par les gestes, mais qui existent fortement et qui peuvent rendre très malheureux ou quelquefois très heureux. Oui. Mais ça a été le cas pour Marc, parce que je l'ai revu à Paris, je l'ai revu en Europe, nous nous sommes promenés aussi un peu, et il est reparti comme il était, mais j'ai appris qu'il m'aimait beaucoup. Finalement, il s'est marié, il a eu une grande famille, puis c'est très bien terminé pour lui. C'est une très belle histoire. Oui. Très poignante, très fraîche. Oui, elle est pleine d'enthousiasme réprimé, tout ça. Mais c'est une vraie jeunesse anglo-saxonne, je crois. Oui. Et c'est à la fois, c'est intéressant, c'est très pénible à vivre. En même temps, c'est un enrichissement, je pense. Comment, avec cette jeunesse anglo-saxonne, l'influence de votre mère si forte sur vous, et comment avez-vous choisi d'écrire en français? Mais parce que je suis parisien. Voilà. Parce que je suis né à Paris et j'ai passé toute la première partie de ma jeunesse en France, à Paris même. Je ne suis guère sorti de Paris. Une fois, je suis allé en Italie voir une de mes sœurs à Gênes. Toute ma première jeunesse a été française, à un degré extraordinaire. J'aimais tellement Paris, vous savez. Si j'ai à quitter Paris, et il se peut que ça se fasse, il se peut que je m'en aille, je regretterai amèrement ce que Paris m'a donné, enfin, les rues, le décor de Paris, peut-être un des plus beaux décors qu'il soit dans l'histoire des villes, enfin, je ne sais pas quoi, mais l'esplanade des Invalides, et puis ensuite et puis le Louvre, et puis les Champs-Élysées, tout ça, il y a derrière justement la personnalité de Paris, un décor. Oui. Je crois que ça a été une partie de Paris a été conçue comme un décor, presque pas comme un décor de fête, mais se prêtant aux grandes cérémonies, aux fêtes, etc., au triomphe. Au triomphe. Il y a ça dans Paris. Oui. Et c'est ce qui frappe tellement, je crois, les étrangers qui viennent. Il y a une magnificence de Paris qui est très séduisante.
et qui m'est très cher. Mais ce serait tout à fait navrant que vous ayez à regretter Paris. Oui, il y a des difficultés, vous comprenez, je ne sais pas. Il faut être vraiment assez riche pour vivre à Paris maintenant. Mais Paris devrait vous appartenir. Autrefois, je rêvais, je pensais à Paris comme une ville qui était à moi. Mais oui. J'étais amoureux de la ville de Paris. J'aime mieux ne pas penser au temps où j'aurais à quitter la ville. Si je m'en vais, c'est ça, pour des raisons économiques, mettons. Et vous me disiez la dernière fois que vous auriez voulu être peintre d'abord. Oui, quand j'étais revenu d'Amérique, parce que je me disais, évidemment, je ne sais pas, je n'ai pas encore écrit de livre, est-ce que je vais avoir du succès, etc. Mais j'aimais énormément dessiner et j'étais très attiré par la peinture. Et mon père m'avait dit, eh bien, si la peinture t'intéresse, je vais te mener chez mes amis, attendez, c'était des collectionneurs. À l'Estein. Stein, c'est ça. Ils étaient plusieurs. Il y en avait un qui avait pris Picasso, et l'autre avait pris Matisse. Ah oui. Alors, tu vois, mon père m'avait dit, si tu as des ambitions de peintre, eh bien, d'abord, tu pourras aller dessiner à la Grande Chaumière. Je ne sais pas si le nom dit encore quelque chose. Oui, je crois que Grande Chaumière. Ça, c'est une chose. Et j'ai mon ami Stein qui habite à côté. Il sera très content de te montrer ses tableaux. Et je suis allé voir M. Stein avec sa femme. Ils étaient charmants tous les deux. Et M. Stein m'a montré un portrait de la femme de Matisse, par son mari, et elle avait un visage en vert. Le visage était vert, il n'y avait pas d'importance, il était vert. Et je l'avais longtemps regardée, j'avais dit comme elle était intéressante, et ce visage vert est tellement particulier. Et M. Stein avait dit, il ne faut pas faire attention, ça c'est pas ça, c'est la beauté du dessin et les couleurs, puis le vert, c'est un détail, pour moi c'était énorme, n'est-ce pas? Et je me suis dit en voyant ça, eh bien je ne pourrai jamais peindre comme Matisse, c'est pas la peine, sa peinture est très intéressante, alors je vais faire autre chose. Et je me suis tourné vers la littérature. Évidemment, j'avais déjà écrit une histoire qui avait été imprimée en Amérique, mais je me suis dit, je vais écrire une histoire, un poème. J'ai écrit un poème, un immense poème, qui s'appelait Dionysos. Ah Dionysos. C'est un poème avec, un background, un fond de religion. Oui. Et une histoire très compliquée. C'était à la fois charnel et religieux. C'était trouble, n'est-ce pas, trouble, mais en même temps, il y avait beaucoup d'agitation là-dedans. Il y avait une sorte de tumulte intérieur qui m'inspirait. J'ai écrit le poème. Il va être réédité dans très peu de temps. Ah, ça Il va paraître. Avec des illustrations, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, les poètes tiennent une grande place dans votre vie. Oui, oui, énorme. Énorme. J'aime la poésie anglaise et française, les deux, naturellement. Il y a Baudelaire et Rimbaud, c'était les poètes que je chérissais en France. Rimbaud, Baudelaire et aussi François Villon. Et puis, il y a tous les autres, ils sont assez nombreux. Il y avait le poète que personne n'osait avouer, mais au fond, c'était le poète qu'on adorait, c'était Victor Hugo, vous savez. Alors, on trouvait d'immenses bêtises à coups de vers que tout le monde connaissait tellement c'était beau, bien sûr. Oui. Bien sûr. Voilà. Enfin, la poésie française a beaucoup compté pour moi, et naturellement la poésie anglaise. Oui, le roman anglais, évidemment. Le plus grand, je crois, c'est Dickens. Ma mère tenait beaucoup à me faire apprendre l'anglais et bien parler l'anglais. Et elle me donnait, je crois, 25 centimes pour chaque roman que j'ai lu et dont je pouvais lui parler. Et alors, j'avais lu Oliver Twist et j'avais même fait des petits dessins, des illustrations. Walter Scott, ce Walter Scott. Oui. Là aussi, j'étais payé au moins 25 centimes pour moi. Mais j'ai appris beaucoup de choses comme ça. Oui.
Vous amassiez une fortune oui, et en même oui, temps... en effet, oui. En effet, j'étais très, très jeune et très influençable. Ça m'a marqué. Mais c'était En bien France, en France, il y avait un roman que je lisais, ça s'appelait Les mystères de Paris. Je lisais ça dans ma chambre. Nous habitions au Vésinet, près de Paris, une grande maison. J'habitais au dernier étage, mais j'étais seul dans ma chambre au dernier étage. Et on me disait, Julien, tu éteins la lumière. Mais Julien disait, bien, et j'éteignais, puis ensuite je l'allumais pour continuer la lecture des mystères de Paris. Vous deviez être terrifiant. Vous savez, ces livres-là sont écrits pour des enfants, hein, écrits peut-être par les enfants et pour les enfants. J'ai dévoré des livres comme ça. Mais il y en avait qui étaient mieux que les mystères de Paris. Bon, ça, c'était quelque chose. Ça faisait flamber l'imagination, vous savez. Et c'est à ce moment-là, vous pensiez que vous écririez un jour? Est-ce que ça va? Oh, je ne sais pas. Vous ne pensiez pas ça? Oui, j'aimais beaucoup. Oui, j'écrivais quelquefois des petites histoires tristes pour une de mes sœurs qui était un peu... Elle n'était pas comprise parce que il y avait eu peut-être un drame dans sa vie et elle était un peu solitaire et elle n'était pas comprise. Alors elle s'est tournée plutôt vers moi parce qu'elle sentait qu'il y avait peut-être des rapports comment vous expliquer ça, d'imagination. Oui. Son imagination déraillait, la mienne ne demandait qu'à dérailler aussi. Et alors, quand elle se sentait seule et un peu triste, je lui écrivais des petites histoires avec des dessins. Elle m'aimait beaucoup en conséquence. Elle s'appelait Lucie. Elle était plus âgée que vous? Oh, elle avait 5 ans de plus que moi, mais elle était... Le cerveau n'était pas tout à fait normal. Oui. C'était un drame. Voilà. Raconter des histoires, j'aimais beaucoup cela. Oh oui. Je continue. Et vous continuez. Heureusement. Oh, oui. Enfin voilà. Mais écrire, c'est la joie d'écrire quelque chose. Si on n'a pas éprouvé soi-même, on ne peut pas décrire la chose. C'est vrai, les autres ne peuvent pas imaginer. Écoutez, vous-même, alors là, si nous parlions de vous, c'est extraordinaire. Alors là, on sent la joie d'écrire, même la nécessité d'écrire. La nécessité, alors, oui. et la nécessité de bousculer le langage quand il ne veut pas dire exactement ce que vous voulez dire. Alors, il y a une... mais ça produit quelque chose d'étonnant, parce que quand vous dérangez l'ordre habituel des mots, l'ordre dans lequel on les place d'ordinaire pour leur faire dire plus et plus et plus, on reçoit quelque chose qui n'est pas tout à fait définissable, et qui échappe au langage. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez voulu, mais vous allez plus loin que les mots. Vous allez plus loin que les mots. Je pense que c'est beaucoup ça, le travail de l'écrivain et le plaisir de l'écrivain. Oui. Et c'est ce que je me rappelle quand j'avais 15 ans et Oui. que je lisais, c'était pendant la guerre, pendant l'occupation, j'ai Oui. lu à Pau, où j'étais cachée, Oui. Adrienne Mesura. Et pour moi, et après Léviathan, et puis après tout ce que je pouvais trouver, Oui. on ne trouvait pas facilement les livres. J'ai changé 15 livres pour en avoir un de vous. Oh. Et je me rappelle que j'étais beaucoup plus qu'émerveillée, j'étais transportée. Oh, J'avais voilà. l'impression de ne pas être seule et de trouver les régions justement où ça parlait, où le langage était libre, où il n'était Oui, pas c'est ça, prisonnier oui. d'un discours que j'avais beaucoup plus de mal à comprendre Oui, et avec lequel je n'étais pas d'accord. oui, bien sûr. Oh oui, je vois ce que vous voulez dire. Et je pense que beaucoup de gens, en vous lisant, et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que au cours de ma vie, j'ai très souvent relu vos livres, Oui, et encore récemment, dans mon dernier livre où je raconte ce temps de l'occupation, oui, et j'ai voulu relire tout de suite Adrienne Mesura et Léviathan oui, pour
retrouvé l'impression que j'avais à la première lecture, et c'est extraordinaire parce que j'ai pu la retrouver et la décrire. Ça ne s'était pas du tout... C'est rare dans la vie, les choses qui ne défaillent pas, qui ne pâlissent pas avec le temps. Et j'ai retrouvé tout le choc de cette lecture et tout le mystère qu'il y a dans vos livres, ce mystère tellement limpide qu'on sait qu'on n'en viendra pas à bout, mais on n'a pas envie, on a envie de lire. Mais vous vous rendez compte de la joie que vous faites en parlant comme ça, parce que c'est la récompense de l'écrivain, d'être compris, qu'il y a une rencontre de tempérament littéraire comme celle-là. C'est très très rare. C'est très rare. Je me souviens qu'une fois, j'avais posé à un philosophe la question: est-ce que nous pensons avec des mots? Mais il est très embarrassé pour me dire: mais pas nécessairement, nous pensons avec ce qui vient avant les mots, ce qui est suggéré par les mots, etc. Et puis, les mots sont tout de même réducteurs. Mais oui, évidemment. Oui. Je pense que le travail de l'écrivain, c'est de faire qu'il le soit le moins possible. Oui. Ou peut-être pas du tout. Oui. Le français, c'est comme un pays. L'anglais en est un autre, un pays où les idées circulent. Ce sont souvent les mêmes idées, mais elles circulent d'une façon différente. Le monde vu par la langue anglaise n'est pas le monde vu par la langue française. Les idées se rencontrent peut-être, mais elles sont vues d'une façon différente. Il y a une différence de climat. Je dis des choses tellement évidentes, mais... une différence de rythme aussi. Malgré tout, on ne pense pas les mêmes choses en anglais qu'en français. C'est vrai. De dire. C'est ça qui est curieux. On pense, il y a des pensées anglaises et des pensées françaises. Mais d'ailleurs, d'écrire en français tout en connaissant intimement et en étant habité par les rythmes de la langue anglaise, par le souffle de la langue anglaise, par votre lecture et vos relectures quotidiennes de la Bible dans l'édition de St. James, ça a dû jouer aussi, et peut-être que c'est une des choses qui participe du mystère de votre œuvre. Elle est écrite dans un français très clair, très simple, mais elle est peut-être animée par des rythmes et des souffles. Vous savez, j'entends dire quelquefois que la langue française est trop claire. Il y a eu une catastrophe en français. Un homme comme Pascal est venu et a tout bouleversé. Il a purifié la langue et il l'a appauvrie en même temps. Parce que quand on pense à la langue française de la Renaissance, mettons Rabelais, comprenez-vous, ou alors nous parlions de Villon tout à l'heure, la langue du Moyen-Âge, mais la langue de Rabelais est une langue d'une richesse étonnante, mais il y a une sorte de fouillis de mots étranges qui sont très, très saisissants de vérité, mais c'est une langue trop riche. Alors, le XVIIe siècle est arrivé. Il y a une chose qu'on entendait dire autrefois à propos de la poésie française de Malherbe, qui était très claire et très belle. Enfin, Malherbe vint. Alors, pour beaucoup de gens, c'est la poésie qui arrive. Et quelqu'un ajouta: enfin, Malherbe vint et la poésie s'en alla. C'était exactement ce qui s'est passé. Et ça s'est passé un petit peu. Alors, dans le langage de Pascal, il est d'une rigueur extraordinaire. Enfin, la langue de Pascal, ça ne se défend pas, elle est parfaite. Seulement, elle a tendance à devenir une langue de philosophe. Elle tend vers l'abstrait, n'est-ce pas? Alors que l'anglais, qui comporte un élément sauvage, un élément saxon, n'est-ce pas, qui est sauvage, et qui se mêle au latin, eh bien, c'est une langue tout à fait différente, beaucoup plus riche, mais peut-être moins claire, moins immédiatement claire. La langue française, elle est lucide, enfin, elle est ce qu'elle est, quoi, je pense. Enfin, l'éloge de la langue française, c'est trop fort. Seulement, c'est très net. Alors, évidemment,
le grand problème pour la France a été la poésie, à cause de cette langue trop pure. Ça n'a pas empêché la grande poésie, mais c'est une poésie d'un certain genre. Alors Baudelaire est arrivé, Baudelaire et Rimbaud sont arrivés, ils ont mis un petit peu de désordre, enfin le désordre, pas Baudelaire, non, la langue de Baudelaire est pure, mais c'est une langue qui est en révolte contre une langue trop pure. Et je pense que la révolte de la À voix nue. Julien Green s'entretient avec Vivienne Forester. 5e entretien. Je sais, pour avoir lu vos journaux et l'autobiographie, à quel point vous aimez la musique. La musique, elle fait dire tout ce que les mots ne peuvent pas dire. Ça, c'est le principal, parce qu'il y a beaucoup de choses que les mots ne peuvent pas exprimer. C'est au-delà du sentiment, au-delà de l'expression humaine. Oui. Des choses qui sont très profondément ressenties. Je prends l'exemple de Schumann. Eh bien, ça, nous tombons tout de suite dans le personnel. Oui, eh bien, bon, bravo, ben, voilà. Bravo. Il y a j'ai entendu beaucoup de musique dans ma vie, et Schumann a énormément compté pour moi. Et je me souviens, j'ai entendu quelquefois il suffisait d'un accord ou deux pour vraiment rendre très triste, parce que c'est ce qu'on appelle les chères voix qui se sont tues. Elles reviennent, on les entend tellement bien, elles sont présentes. Mais ça, c'est une question de tempérament et d'éducation, je crois. Mais c'est vrai pour beaucoup de monde. Toute la musique n'est pas tout entière là-dedans. Mais ça compte beaucoup, ça. Pour moi, ça compte énormément. Quand on a beaucoup vécu, quand on a vécu longtemps comme moi, les souvenirs se précipitent dans la mémoire. Et c'est quelquefois difficile à supporter. Mais la musique dit tout. C'est vrai, et elle est difficile à supporter, en effet, quelquefois, parce qu'il semble qu'il n'y a pas de paroi entre les morts et soi. Quand on entend de la musique, il semble que c'est la langue ou le langage qu'il y a en commun. Exactement ça. Alors, il y a des présences subites qui sont à la fois très consonantes, je cherche le mot, ou réconfortantes, mais en même temps, il y a l'impossibilité de rejoindre ce qu'on a aimé. Pour moi, c'est très fort, ça. Schumann, quelquefois, pas toujours, parce que il y a chez Schumann un grand batailleur, n'est-ce pas? Mais il y a des moments d'attendrissement qui sont quelquefois terribles à supporter pour les personnes sentimentales. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que vous avez dit que votre mère vous a donné ce sens de l'invisible. Est-ce vrai ou je me trompe? She couldn't carry a tune. Elle n'était pas musicienne, ma mère, mais elle avait le sens de l'invisible. Oui. Et elle me l'a communiqué. Moi, je l'avais, je pense, en naissant. C'est une chose qui vous est donnée quand on est. Et il y avait tout un monde qui se construisait par la musique autour de moi. Vous savez, c'est curieux, quand on parle de ces choses, je ne dirais pas qu'on tombe dans l'indiscrétion, mais la discrétion est là, bien sûr. La discrétion qui est intéressante. Oui, je pense aussi, vous avez raison. Parce que pour la musique et pour les gens qui aiment la musique, c'est un terrain commun, ça, c'est très étendu. Et est-ce qu'il y a des musiciens particulièrement aptes à toute la musique, peut-être? Il y a des passages de Mozart qui sont très attendrissants, n'est-ce pas? Le sujet est énorme, vous savez. Et de cette présence des absences. J'ai revu ma mère une fois, dans des circonstances très étranges, parce que
Oh, je peux vous la raconter parce que J'aimerais beaucoup. Elle était intéressante. C'était longtemps après sa disparition? Elle n'était jamais revenue, elle est revenue une fois, qui était une fois très importante, parce que elle est morte 2 jours après Noël de 1914. Oui. Et rapidement, elle a eu un coup à la tête, elle est morte presque subitement. Et nous habitions autrefois au Vésiné, Oui. au Vésiné, près de Paris. Et mon père a décidé que je serais enterré dans le cimetière du Vésiné, le cimetière protestant, parce que nous étions protestants à cette époque. Et tout a été fait comme il fallait. Et puis la guerre a continué. Et j'ai arrivé ceci, c'est que le terrain du cimetière des Vésiné a été, étendu ou dérangé d'une façon ou l'autre. Et il s'est passé ceci, on a sorti les restes de ma mère pour la mettre ailleurs. C'est là que les difficultés ont commencé, parce que mon père était loin à cette époque. Il voyageait en Hollande pendant la guerre de 14. Mais finalement, nous avons perdu la trace de ma mère. Nous ne savions plus où elle était. Elle était dérangée. C'était une époque épouvantable. Alors, à force de faire des recherches, on a retrouvé le corps de ma mère. La personne que vous connaissez, s'est dit, eh bien, ça va être une grande surprise pour Lunia, parce que c'est une chose qui l'a beaucoup tourmenté. Mais je vais voir, peut-être que tout à l'heure je lui dirai. Et il est arrivé, mettons vers 11h du matin, et moi j'avais déjà eu une expérience très curieuse, c'est que j'avais vu ma mère à ce moment-là. Et ma mère est venue, elle était habillée comme on s'habillait à cette époque, avec un sac à main et tout, comme pour aller faire une visite en ville. Et elle s'est tenue près de moi, elle avait l'air très heureuse, elle ne disait rien. Mais elle m'annonçait une bonne nouvelle. Et alors, cet ami est venu 1 heure plus tard, il m'a dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et j'ai dit, oui, je sais, c'était ma mère qui était contente. Alors on avait retrouvé tout ce qu'il fallait et les restes ont été transportés avec ceux du reste de la famille au Père Lachaise. Vous savez, cette histoire est tellement effrayante. C'est une étrange histoire. Une étrange histoire. Dans vos livres, il y a un sens de l'absence, l'absence-présence très grande et toute la possibilité, il y a tout l'espace et toute la dilatation de l'espace qui permet l'irruption de l'idée d'un fantôme. Seulement ça, c'est une chose, je dirais plutôt nordique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si la France a eu ses fantômes aussi, mais ils ne sont pas aussi nombreux. Je ne sais pas, il me semble que non. Non, je crois que les Français se veulent plus sceptiques et plus, ils sont plus ce qu'on appelle cartésiens. Ils sont plus raisonnables. Mais dans la littérature française, il n'y en a pas beaucoup, vous savez. Non, mais je m'érimais quelques autres, mais pas tellement. Et c'est très important. En fait, bon, ce ne sont pas des fantômes dans vos livres souvent, mais ce sont des possibilités, des virtualités. C'est ça, oui, justement. D'entrer en rapport. Oui. C'est même une expression des gens qui s'occupent de ça, être en rapport. C'est très beau. Oui, c'est une expression courante. Mais cela donne d'ailleurs je parle toujours de vos livres, cela donne à la présence des gens, la présence tout à fait habituelle et tangible, ça leur donne une force encore plus grande et une présence encore plus charnelle et plus immédiate. Oui. Souvent, ça me fait penser à... Vous savez, Van Gogh disait qu'il aurait voulu que ses portraits soient des apparitions. Et je trouve que vos personnages sont souvent des apparitions et qui ne disparaissent pas du tout, qui vous restent permanente. C'est ça, oui. Je connais ça aussi. On retrouve ça quelquefois chez Maupassant. C'est vrai, mais plus voulu, plus il décide. Ah oui, voilà, évidemment. J'ai écouté de la musique pendant toute ma vie, vous savez. Et ma préférence va
aux musiciens romantiques, n'est-ce pas? Mais ça part d'assez loin avec Beethoven, et même avant Beethoven, jusqu'à Brahms, naturellement. Oui. Brahms et Schubert et Schumann, bien sûr, ce sont les grands, et puis les autres qui sont très nombreux. Quand je lis vos journaux, en effet, vous racontez très souvent que vous écoutez... Pas assez souvent, parce que je me demande s'il y a un écho chez le lecteur. Oui. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Quelquefois, oui. Ah, moi, je sais qu'en lisant vos journaux, très souvent, je meurs d'envie d'écouter ce que vous venez d'écouter dans votre journal, et ça me fait écouter beaucoup de musique. Vous savez, parler de musique, c'est très difficile. On peut faire allusion, c'est tout. Voilà. Mais l'évocation, c'est très important, et c'est ce qui conduit au partage de ce goût. Bien sûr, parce que c'est la puissance d'évocation de la musique, c'est extraordinaire. Quelquefois, on se dit ça devrait être interdit parce que c'est trop terrible. Et c'est très ça fait revenir tout un monde disparu. Et alors, c'est à la fois merveilleux et ça peut être très douloureusement merveilleux, si je veux dire. C'est vrai. Par moments, c'est insupportable. Il y a des périodes. Mais on ne s'en passe pas. C'est comme. Je ne dirais pas que c'est une drogue, c'est aucun rapport. Mais ça a quelque chose d'impérieux comme une habitude qui est là pour toujours. Oui, c'est une soif, souvent. Et ça influe certainement sur les romanciers, plutôt d'inspiration anglaise, enfin plus ou moins, parce que moi je ne sais pas où on me classe, parce que j'ai écrit des romans français, et puis des romans anglais ou américains. Mais la puissance est là, vous savez. Et le désir, quand on entend une musique qui est très prenante, et qui est non seulement ensorcelante, mais créatrice d'invisible, les mots ne sont pas là pour exprimer ce que je veux dire. Enfin, ça encourage à écrire, à reproduire à la manière de l'écrivain un petit peu ce qu'il a entendu. Non pas dans le même sens, mais vous savez, ce que je veux dire est trop compliqué. Non, vous le dites très bien, je crois que vous l'avez dit. C'est trop compliqué parce que les mots ne sont pas là, ils n'existent pas. La musique est là pour les mots qui n'existent pas, pour exprimer ce que l'on veut dire. Oui, c'est ce qui définit en partie la musique, en fait. Ça touche évidemment de très près la mystique. Alors, le sentiment religieux est atteint, si je puis dire, immédiatement par certains airs. Dans la musique catholique, évidemment, il y a des hymnes qui sont de tout premier ordre. Dans la musique protestante, la musique est extrêmement puissante, les cantiques protestants. Enfin, ça, c'est un autre domaine. Et le grégorien? Vous savez, l'Église actuelle est privée de grégorien. L'Église traverse une crise, mais l'Église n'a jamais fait autre chose que traverser des crises. Depuis qu'elle est sur Terre, elle bataille contre quelque chose. Et alors, la disparition du grégorien dans l'Église moderne, pour moi, je ne dirais pas que c'est un désastre, mais ça côtoie quelque chose de grave, parce qu'il y a tout un sentiment du mystère qui n'est plus exprimé, parce que ce n'est pas le même langage. On chante en français. Le français n'a pas la valeur évocatrice qu'a le latin. C'est autre chose. Et il y a des catholiques qui en souffrent beaucoup. Alors, les langues étrangères. Que voulez-vous qu'un catholique français qui va à la messe, ça m'est arrivé ça, qui va à la messe au Danemark. Alors, il y a des toutes petites églises catholiques au Danemark, mais il entend des paroles qu'il n'a jamais entendues, c'est pas le danois. Il y a un élément qui est supprimé. Si on supprime une langue universelle, comme le latin, on change l'atmosphère de tout un ensemble très important. Vous n'avez jamais eu ce désir d'être musicien, alors que vous avez eu, vous nous disiez, le désir d'être peintre. Il y a une musique qui m'est très chère, avec Schumann bien sûr, c'est Brahms.
pour moi, dans la musique de Brahms, il y a des forêts. C'est un homme qui aimait beaucoup les bois et les forêts. Ça se sent dans sa musique. Oui. L'amour de la forêt et la nostalgie des forêts lorsqu'il n'y est pas. Et il y avait aussi chez l'homme un certain détachement du succès. Il restait toujours lui-même, un petit peu à l'écart et en même temps extraordinairement présent. Et on avait vraiment l'impression d'un homme qui se promenait dans les forêts, dans les bois, auprès des bois. On l'a très souvent, cela. Mais il y a la hauteur de l'individu, c'est la hauteur de l'homme. Il est un petit peu au-dessus de la plupart des gens. Mais absolument sans le vouloir, sans sûrement le faire sentir, mais il est là tout de même, c'est quelqu'un d'unique. Pour moi, il est unique. Il y a un livre qui s'appelle Aimez-vous Brahms. Ça n'a pas le rapport. Non. Bon, enfin, la réponse est oui. Et puis là, Schubert a un effet extraordinaire sur moi parce que Schubert, c'était comme le petit garçon qui est poursuivi par l'idée de la mort. Il y a de grands morceaux de Schubert qu'on écoute quelquefois avec une sorte d'effroi parce que c'est tellement sensible. C'est comme un enfant qui a peur et qui a peur de la mort. Alors la musique, alors, elle devient sublime. Elle est terrible à entendre. Mais elle est sinistre et très belle, mais elle est ce qu'elle est. Et puis, alors, elle est tellement imbue de cette idée que, quand il aborde un terme joyeux dans le même morceau, c'est aussi terrible. Parce que la présence est toujours là. Enfin, puis l'homme était merveilleux. Sa musique ensorcelait ses amis. Il y avait des soirées qu'on appelait les Schubertiades, les amis se réunissaient en foule pour entendre Schubert jouer lui-même du piano ou alors entendre la musique de Schubert. Je vous en parle, vous savez, et je vous en parle pas du tout comme un spécialiste, parce que je ne suis pas spécialiste de ces choses, mais j'ai recueilli certaines idées et elles me sont très chères. Pour Schubert, c'est très important. C'est très important, oui. C'est la musique de chambre et la musique de piano. La musique d'orchestre aussi. Et puis les autres, évidemment, je les aime tous. J'aime tous les grands. Beethoven, évidemment. Les quatuors? Oh oui, certainement. Et puis certainement, oui. Les quatuors, ils sont tous magnifiques. Et les sonates, enfin. Le numéro 111 est particulièrement grand et magnifique. Et l'abondance, la richesse, chez lui empêche d'en parler. La première fois que j'ai entendu la troisième symphonie, massacrée, au Trocadéro à Paris, mais c'était la première fois que j'entendais du Beethoven. Alors, j'avais eu une jeunesse extraordinairement religieuse et tournée tout entière vers la religion. Et j'ai entendu cette symphonie horriblement massacrée. Mais enfin, il jouait comme il pouvait, parce que c'était juste avant la fin de la guerre. Et on rassemblait les exécuteurs qui n'avaient pas été mobilisés. Les grands étaient ailleurs. Ça m'a fait une impression prodigieuse. Je me suis dit, mais il y a donc un monde qui n'est pas particulièrement religieux et qui s'ouvre sur des choses merveilleuses. Ça a été une transformation de ma vie, une ouverture vers un monde autre que le monde de méditation religieuse. Ça, c'est très important. Oui, pour moi, c'était une grande date dans ma vie. Oui, j'imagine. Ah oui. Mais au Trocadéro, c'était... le Trocadéro, c'était là où est la place du Trocadéro. Oui. Et il y a eu 2 grandes tours. C'était une horrible chose mauresque, qui voulait être mauresque, n'est-ce pas? Mais il y avait cet inconvénient, c'est que la salle du Trocadéro avait un écho. Alors, au lieu d'entendre une symphonie, on entendait la symphonie et le fantôme de l'autre. C'était très embêtant. Mais rien ne pouvait garder pour moi ce souvenir étonnant. J'étais émerveillé. Et la grande influence, c'est Bach, évidemment. Ça, c'est la richesse inépuisable du sentiment religieux. Alors là, on retombe dans le sentiment religieux pur, au-delà des distinctions entre
religion chrétienne. Enfin, c'est la voix de la Bible, c'est de l'Ancien et du Nouveau Testament qui parle. C'est la présence même. Oui, enfin, c'est indiscutable. Commencer à parler de Bach, c'est très difficile. Et vous savez, à l'heure actuelle, Bach est joué d'une façon extraordinairement intéressante, telle qu'il ne l'a jamais entendu peut-être. Moi, je ne sais pas, parce que là, je vais peut-être dire des bêtises. Mais autrefois, il y avait des voix de femmes dans les cantates, n'est-ce pas? Et maintenant, elles sont remplacées par des voix d'enfants, ce qui est beaucoup plus dans l'esprit du compositeur. Alors, il y a des enfants, quelquefois de 13, 14, 15 ans, qui chantent. Vous avez déjà entendu peut-être? Oui, Arnoncourt fait ça, par exemple. Oui, c'est ça. Oui. Alors, ce sont des voix merveilleuses, parce que ce sont des voix, mettons, d'anges, mais ce sont des anges qui n'ont pas peur de se faire entendre. Ce sont des voix, comment dire, inspirées et impérieuses. Oui. Ils n'ont peur de rien du tout. Oui. Et c'est très émouvant de les entendre. Pour les psaumes, enfin pour toutes les musiques, mais les psaumes en particulier, c'est très beau. C'est vrai qu'on entend autre chose en plus. Oui, on entend un autre monde qui doit, au-delà de nos distinctions. Et on a l'impression que c'est vraiment Dieu le Père qui est derrière tout ça. Dans la musique, il y a une force contraignante. Elle a le pouvoir de changer une... Je viens d'en parler un petit peu à propos de Beethoven, mais elle a le pouvoir de changer une vie, de la diriger dans une telle ou telle direction. Que feraient les religions sans la musique? Je ne sais pas. Leur force dépend naturellement de l'inspiration, mais aussi du pouvoir de la musique. Il y a des airs de Bach qui vous suivent tout le long d'une vie, vous savez. Une autre influence dans ma vie qui a été énorme, c'est l'influence de la peinture. Et je pense à quelqu'un en particulier. Il y a des peintures qui ont beaucoup compté pour moi. Quand j'étais enfant, vous savez, ce que l'enfance reçoit, c'est souvent la grande richesse de la vie. Alors, elle reçoit ça, une masse de choses énormes qui la dirige, n'est-ce pas? Quand nous habitions rue de Passy, je me souviens, il y a longtemps cela, j'allais passer quelquefois chez ma sœur Éléonore. Ma sœur Éléonore était extrêmement belle et elle m'aimait beaucoup. Elle me laissait m'asseoir dans la chambre et je la regardais en train de se peigner. Elle avait une chevelure rousse extraordinaire. Elle était très irlandaise. Parce que dans la famille, il y avait les Irlandais et les Anglais. Moi, j'avais reçu le sang écossais. Et j'avais une sœur qui s'appelait Rita, qui aussi était écossaise. Et ma sœur Lucie, qui était malheureuse, était irlandaise. Oui. Oui. C'était curieux comme le sang s'était répandu. Bon. Alors, dans la chambre de ma sœur Eleonore, il y avait une peinture par un homme du 19e siècle, tout à fait vers la fin, qui s'appelait Balestrieri. Et le tableau s'appelait Beethoven. Et ça représentait des gens dans un studio d'artistes, tout à fait le soir, avec une lumière allumée. Et il y avait d'un côté sur un canapé, il y avait un homme et une femme qui écoutaient. L'homme écoutait la tête dans les mains comme ça. Et un autre s'était assis sur le canapé, les bras autour des genoux. Il avait l'air très très sérieux. Et puis alors, sur le mur qui était de l'autre côté, il y avait un pianiste. Un pianiste, et derrière le pianiste, il y avait un grand vieux monsieur qui jouait du violon, et ça s'appelait Beethoven. Et alors, ma sœur Éléonore m'expliquait que cet homme jouait quelque chose par un musicien qui s'appelait Beethoven, et une musique très profonde et très triste. Oh, ça m'intéressait tellement. Je disais, mais est-ce qu'on ne peut pas entendre ça? Elle a dit, plus tard, tu entendras peut-être. Mais c'était un premier appel de la musique qui était très fort chez moi. Et pendant des années, j'ai gardé ce petit tableau, enfin une photographie du petit tableau, qui m'a rappelé beaucoup de choses. C'était Balestrieri, Beethoven dans la musique. Ma mère m'emmenait quelquefois, elle aimait la musique, c'était pas tout à fait son fort.
Elle le connaissait moins, elle ne pouvait pas chanter convenablement un air, même très connu. Mais elle me menait dans les musées pour voir un petit peu d'art, n'est-ce pas? Oui. Il y avait un musée qui n'existe, je ne sais pas s'il existe encore, c'est le musée du Luxembourg. Il y avait une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était une chose qui s'appelait, ça a beaucoup frappé ma mère, c'était une religieuse en marbre. Une religieuse en marbre, en train de réfléchir, la tête basse, et ça s'appelait Loin du monde. On me rappelle absolument tout ce que disait ma mère sur certaines choses de ce genre. Ma mère regardait et disait, oh, comme c'est triste, loin du monde. C'est une religieuse qui s'était retirée du monde. Et puis alors, un peu plus loin, il y avait un portrait, une peinture qui s'appelait Les porteurs de mauvaises nouvelles. Je me rappelle très bien ce que ma mère a dit, et je me souviens très bien ce qui s'est passé en moi. Là, je m'arrête un instant, parce que je crois que nous avons parlé un jour de l'histoire du couteau. Le couteau à pain. Non. J'étais dans mon lit tout seul et je me touchais moi-même, Oui. comme font les enfants. Et ma sœur Mary, qui était très curieuse, elle est venue voir ce que je faisais. Et alors, elle m'a regardé et elle est allée voir ma mère tout de suite. Elle lui a dit, il faut surveiller le petit, parce que il fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Un garçon de 2 ou 3 ans. Oui. C'était la mentalité de ma sœur Mary. Ma mère est revenue avec un grand couteau à pain. Même le manche était en métal. Et c'était un petit peu comme la forme d'une scie. Vous savez, une scie qui aurait été arrondie. Et ma mère était accompagnée justement de Mary, la curieuse, qui apportait une bougie pour éclairer la scène, pour que ma mère voie bien ce qui se passait. C'est effrayant. C'est effrayant. Ça aurait été pas vrai. Ça pourrait être difficilement pire, d'ailleurs. C'est fou. Elle était désastreuse, cette histoire. Et alors, ma mère a regardé, horrifiée. Elle a dit, ma mère se penche au-dessus de moi. Elle me dit, I'll cut it off. Je vais la couper. Moi, je regardais ma mère, j'aimais tellement ma mère, je l'ai regardée en souriant, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire avec son couteau. Elle ne va pas me toucher, elle m'aime beaucoup, bien sûr. Mais la cuisinière, qui était encore à la cuisine à ce moment-là, et c'était vers 7 ou 8 heures du soir, a entendu, et elle écoutait ce qui se passait, elle a compris, et elle répétait ça comme une Française.